Les matins de France Culture, Chloé Cambrelin. Regardez la Syrie, la Libye, le Yémen, l'Égypte et même en ce moment la Tunisie, il en faut peu pour se dire aujourd'hui qu'il ne reste pas grand-chose des espoirs des printemps arabes. Mais notre invité du jour nous met en garde contre ces jugements hâtifs. Bonjour Yad Benachour. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur France Culture ce matin. Juriste, intellectuel tunisien, vous avez été l'un des acteurs de la révolution de 2010-2011 puisque vous avez présidé la haute instance qui était chargée de réaliser les objectifs de la révolution. Vous êtes membre, Yad Benachour, du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, auteur de nombreux livres, pour citer les plus récents, Tunisie, une révolution en pays d'islam aux éditions Cérès, publié en 2016, réédité en 2018. Et cette année, l'islam et la démocratie, une révolution intérieure aux éditions Gallimard. Hier soir, Yad Benachour, vous étiez au Collège de France pour prononcer votre leçon inaugurale puisque vous allez occuper la chaire annuelle des mondes francophones. Cette leçon inaugurale était intitulée « La révolution, une espérance » et vous nous avez appelé à la vigilance historique qui nous impose, dites-vous, de ne pas laisser mutiler notre regard par les miroitements de l'actualité. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que D'abord, ça veut merci dire pour votre invitation. Les Merci miroitements de l'actualité, effectivement, sont trompeurs. Quand on juge un phénomène, surtout les grands phénomènes sociaux, les grands phénomènes de changement sociaux comme les révolutions, il faut se méfier de ce que j'appelle les miroitements de l'actualité, parce que c'est comme tout reflet, ce ne sont que des reflets de flux qui peuvent être plus profonds, etc. Et donc, si je prends un exemple, si vous permettez, celui des révolutions dans le monde arabe, qui ont commencé très tôt, hein. Je parle des révolutions modernes, et non pas des révolutions du monde ancien. J'en parlerai dans mon cours des révolutions du monde ancien dans le monde musulman, mais dans le monde moderne, c'est une affaire qui remonte assez loin. Enfin, c'est le XXe siècle. La première révolution dans le monde arabe s'est déclenchée au Soudan en 1964. Et ce qu'on observe, c'est-à-dire que si on s'arrête aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, on va se dire, bon, il n'y a plus rien des révolutions arabes, c'est fini, c'est enterré, on n'en parle plus. Mais si on revient un petit peu en arrière, et notamment à la révolution soudanaise de 1964, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver qu'il y a des rebondissements de la même revendication démocratique, de la même demande démocratique. Ça a eu lieu en 1964 contre un gouvernement militaire, celui du général Ayoub, et ensuite ça a recommencé en 85, même chose, on fait chuter les militaires, et puis la revendication démocratique revient dans la rue, le peuple impose sa volonté, chasse les militaires, et puis de nouveau il y a un coup d'État, etc. Jusqu'au dernier en date, celui de Omar el-Béchir, qui est tombé après tout, on se souvient, nous avons tous vécu ça en 2010, en 2018, 2019, attention, les gens étaient mobilisés dans la rue pendant plusieurs mois, et non pas, c'est pas une affaire de... Plusieurs mois, même chose en Algérie, avec le Hirak. Et donc, ils ont réussi à chasser un dictateur, quoi. Il n'y a pas d'autre nom pour le qualifier. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est encore une fois la reprise du pouvoir par les militaires. Avec un putsch en octobre. Absolument. Ils sont revenus totalement sur les promesses qu'ils avaient faites du Conseil de souveraineté qui est mixte avec des militaires, des civils, etc. Ce qui était un compromis. Mais bon, eh bien, de nouveau, on a dans la rue les gens qui protestent. Donc, on ne peut pas dire que c'est un échec définitif. D'abord, l'histoire il n'y a rien de définitif dans l'histoire en définitive. Tout est à recommencer. Et voilà, le problème de la demande démocratique dans le monde arabe, c'est quelque chose qui rebondit perpétuellement. Et c'est ainsi dans tout le monde arabe, y compris en Tunisie. La révolution n'est pas un concept figé parce qu'il ne peut pas l'être. C'est ce que vous nous dites. Et on va parler de la Tunisie, mais je voudrais qu'on reste encore un peu sur cette question de la révolution. Il n'y a pas, finalement, Yad Benachour, une définition de la révolution. Si on donne... Alors là, c'est une question très importante que vous venez de soulever. Il y a certains historiens
qui, en prenant l'exemple des grands récits révolutionnaires, et notamment la Révolution française. Bien sûr. Lorsqu'on part de ce modèle, il ne peut plus y avoir de révolution parce que il faudrait qu'une révolution remette en cause la structure sociale, les hiérarchies, la constitution, le régime politique, les classes sociales, etc., etc. Et donc, l'ère des révolutions s'arrêterait en définitive avec les grandes révolutions qu'a vécues l'Europe, c'est-à-dire la Glorious Revolution en Angleterre en 1788-89, la Révolution américaine, la Révolution de l'indépendance américaine, la Révolution française, et puis les grandes révolutions de type révolution communiste, bolchevique, révolution chinoise de 49, etc. Mais malheureusement, ce concept-là est très restrictif et ne donne pas un aperçu complet de l'histoire et des révolutions, des autres révolutions qui font progresser le monde quand même, mais sans impliquer de très grands changements au niveau culturel, au niveau religieux, au niveau des valeurs, etc. C'est ce qui s'est passé dans le monde arabe. Ce sont des révolutions politiques qui ne remettent pas fondamentalement en cause les grandes valeurs culturelles, religieuses surtout, religieuses. Et donc, si on s'en tient au concept restrictif de révolution, la révolution de type révolution française ou les révolutions communistes, on écarterait complètement de notre champ de vision les révolutions qui ne sont pas des petites révolutions, qui sont de grandes révolutions, mais qui ne touchent pas fondamentalement les structures sociales de base. Je rappelle quelque chose quand même, les révolutions européennes et surtout la révolution française ont déstructuré des institutions qui sont enracinées dans l'histoire, c'est-à-dire l'Église, les ordres, la noblesse, n'est-ce pas, l'Église, les ordres et le régime politique, la chute de la monarchie. Après tout, la Révolution française, quand elle a commencé, la monarchie était toujours là. Et puis, il y a eu la chute de la monarchie. Donc, il y a trois choses contre lesquelles se sont dressées les révolutions dans le monde européen. L'Église, le régime politique et les ordres. La hiérarchie sociale. Mais ces problèmes-là, nous ne les avons pas dans le monde arabe. Nous ne les avons pas dans le monde musulman. Il n'y a pas d'église. Le croyant est face à Dieu tout seul dans un isolement sublime. Il n'y a pas d'ordre. Il y a des inégalités sociales, attention, il y a des inégalités, il y a des classes. Mais il n'y a pas d'ordre constitutionnellement reconnu, légalement reconnu. Et par conséquent, les révolutions ne peuvent pas avoir le même caractère. Et donc, il faut élargir le concept de révolution pour intégrer l'ensemble des révolutions qui ont un point commun. Et les points communs, je les ai cités hier au Collège de France, c'est-à-dire d'abord la chute d'un régime, un message, surtout un message démocratique, donc la protestation génalisée, la chute du régime, etc. La victoire de cette protestation et la formation d'un nouveau système. Exactement, donc la victoire de cette protestation ou la reconnaissance de cette protestation. Et enfin, mais surtout le message, ce qui donne aux révolutions une portée éthique. Et on y reviendra un peu plus tard, Yad Ben Achour. Alors il faut donc sortir, nous dites-vous, du cadre théorique classique forgé à partir de la Révolution française, notamment pour comprendre ce qui s'est passé en particulier en 2011 et en particulier en Tunisie. Alors la Tunisie a cette place particulière qui tient au fait qu'elle a été la première dans ce mouvement des printemps arabes, place particulière aussi dans notre lecture de ces événements parce que la révolution tunisienne est considérée comme celle qui a le mieux réussi, si on peut dire. Aujourd'hui, on le sait, la Tunisie vit des moments compliqués. Pour s'en tenir juste à la situation politique, on peut rappeler donc que le 25 juillet dernier, le président Kais Saied a invoqué un péril imminent pour limoger le Premier ministre, suspendre les activités du Parlement et reprendre en main le pouvoir judiciaire. Puis le 22 septembre, il a pris un décret prolongeant, confirmant tout ça et qui accroît très largement ses prérogatives. Pour vous, vous l'avez dit déjà, Yad Ben Achour, ce qui s'est passé là, c'est un coup d'État.
J'ai dit plus exactement un coup d'État contre la Constitution. Contre la Constitution. J'ai toujours accolé au mot coup d'État contre la Constitution. Effectivement, je le pense encore. Et je fais là une analyse juridique. L'appréciation politique, c'est un autre problème. On y reviendra si vous voulez. Mais sur le plan juridique, proprement dit, le président de la République a mis en application l'article 80 de la Constitution tunisienne de 2014. Or, que dit cet article 80 ? L'article 80, c'est un peu l'équivalent de l'article 16 de la Constitution française qui a été utilisé par le général de Gaulle après le coup d'État militaire quasiment en Algérie et qui menaçait la France, qui menaçait directement la capitale, Paris, parce que les militaires avaient menacé d'investir la capitale. Il a utilisé l'article 16. Mais pourquoi ? Pour sauver la Constitution, pour sauver le régime. Et la philosophie de l'article 80 de notre Constitution, c'est exactement la même philosophie. Sauver la Constitution, sauver le régime, les institutions de l'État d'un péril imminent. Ce qui, et en plus, il y a des conditions très strictes qui sont posées par l'article 80, c'est que le Parlement doit être maintenu en état de session permanente. C'est-à-dire que les vacances parlementaires sont supprimées. Deuxièmement, il faut l'intervention du Conseil constitutionnel pour dire si un mois après la mise en application de l'article 80, on peut le maintenir ou, à la demande des députés, si on doit maintenir ou annuler la mise en application de l'article 80. Toutes ces conditions n'existaient pas. Au contraire, elles ont été violées. Le Premier ministre a été renvoyé. Le Parlement a été gelé, dit-on. En fait, on ne le dit pas, mais il a été en fait dissous, ce qui est strictement interdit par l'article 80 qui interdit la dissolution du Parlement. Donc, et puis tout cela a été confirmé, bien entendu, le 22 septembre, lorsque le président de la République a accaparé tous les pouvoirs. Appelez ça comme vous le voulez. Appelez-le coup de force, appelez-le violation de la Constitution. Ça importe peu. Moi, je l'appelle un coup d'État contre la Constitution. Juridiquement. Politiquement, peut-être que cela s'est imposé. On en parlera si vous voulez. Et voilà, parce que ce qui interroge Yad Benachour, c'est que lorsque Kaïs Saïed a effectué donc ce coup d'État contre la Constitution l'été dernier, il y avait un contexte. Il y avait eu de grandes manifestations contre la crise sociale et sanitaire. Et finalement, quand il a pris ces mesures, cet été, il était applaudi par au moins une partie de la population. Ah non, mais ça, je ne peux pas le nier. Il a été applaudi. Il continue d'ailleurs d'être applaudi, je peux vous le dire. Bon. Et alors là, nous attaquons le problème sur le front politique. Oui. Alors, politiquement, effectivement, le régime devenait ingérable. Le régime qui a été institué par la Constitution, mais surtout, ce n'est pas la Constitution qui est responsable de tout cela. C'est la mise en pratique de la Constitution par les partis politiques, les coalitions, etc. C'était vraiment, je ne peux pas vous donner de détails maintenant, le chaos. C'était un cirque, un spectacle. L'Assemblée était l'Assemblée des représentants du peuple. Ce n'était plus une assemblée législatrice, une assemblée qui vote les lois, qui contrôle le gouvernement. C'était le premier parti, on peut le rappeler, c'était Ennahda, donc le parti le parti qui a eu la majorité depuis la Révolution, depuis l'élection de l'Assemblée constituante en octobre 2011, puis les premières élections législatives de 2014 et les élections législatives de 2019. Ils ont tout le temps gouverné, mais alors je peux vous le dire, ils n'ont pas su gouverner. Ils allaient emporter le pays vers une catastrophe annoncé, il n'y a pas de problème. Donc peut-être que politiquement, le redressement s'imposait. Ce que je dis, c'est que même politiquement, on aurait pu faire autrement, sans aller jusqu'à violer la Constitution d'une manière aussi franche. On aurait pu faire autrement, pour aboutir peut-être plus lentement au redressement de la barre, mais on aurait pu y arriver. Moi, ce que je conteste, c'est cette séparation entre l'idée de légalité ou de constitutionnalité et l'idée de légitimité, parce que le président dit la légitimité, n'est-ce pas, son seul critère, c'est la légitimité. Effectivement, la légitimité populaire, il l'a, mais moi, je ne peux pas dissocier une légitimité qui ne repose sur aucune légalité. Pour moi, les deux choses doivent aller ensemble. Et rappelons d'autant plus que Kaïs Saïed est juriste, spécialisé en droit constitutionnel, et qu'il
a été élu en 2019 en dehors des partis, voire sur un rejet des partis. Alors, Yad Bennachour, on a appris hier soir, c'est l'agence tunisienne, en tout cas l'agence de presse qui relaie ça, qu'avait été émis un mandat d'amener international à l'encontre de l'ancien président, Moncef Marzouki, qui vit en France, et qui serait accusé d'avoir porté atteinte aux intérêts nationaux. Qu'est-ce que cela suscite chez vous comme réaction ? Ça suscite, ça confirme justement les frayeurs que j'avais. C'est que le régime, toujours sur la base de la légitimité, est en train de se permettre un excès et des atteintes aux libertés fondamentales des individus. Vous savez, le fait que ce soit l'ancien président de la République qui est visé ou un citoyen, ça m'importe peu. Ça, c'est ce genre d'excès qu'il faut condamner. Mais il n'y a pas que l'affaire Marzouki, il y a également l'affaire d'un ancien ministre de l'Agriculture, le Samir Tayeb, qui a été arrêté, c'est-à-dire emprisonné, sur la base d'accusations qui sont réellement floues, avec des excès tout à fait inadmissibles, comme par exemple le saccage de sa maison, l'envahissement de son lieu de résidence, etc. Et ça, c'est inadmissible. Par contre, alors, le problème de la dictature, n'est-ce pas, ce n'est pas parce qu'on n'est pas en train de pendre les gens et de faire des exécutions extrajudiciaires qu'il n'y a pas de dictature. Une dictature existe dès lors qu'un seul homme gouverne en accaparant tous les pouvoirs de l'État. Elle comporte toutes les potentialités du risque et toutes les potentialités de terreur qu'une dictature peut susciter, même si, au moment présent où l'on parle, il n'y a pas. Ce n'est pas systématique. Les abus ne sont pas systématiques. Mais pour moi, ils sont là. Ils sont derrière l'écran. Et donc, c'est une dictature en ce moment, la Tunisie ? Ça risque d'aller vers la dictature. Ça risque. Pour moi, c'est une dictature, au sens où il y a un seul homme qui concentre entre ses mains tous les pouvoirs de l'État. En soi, pour moi, c'est une dictature, même si on continue à respirer dans le pays. Et pour moi, ce que je vois, c'est le danger. C'est ce qu'il y a derrière le rideau, ce qu'il y a derrière l'écran. Et c'est ce risque-là qu'il faut absolument éviter. Alors, on continuera à en parler après le journal Yad Bennachour, mais juste en un mot, ce qui est intéressant aussi quand même, c'est que tout ce qui se passe là en Tunisie se fait au nom de la défense de la révolution. Aussi bien le rejet d'Ennahda, le coup de force, le coup d'État constitutionnel de cet été, désormais la contestation de ce coup, tout ça, c'est au nom de la défense de la révolution. Oui, mais c'est une lecture. C'est une lecture possible. Mais j'en ai une autre. C'est que la révolution de 2010-2011 a été une révolution démocratique. Une révolution, je ne dirais pas laïque, mais séculière, où les forces civiles ont joué le rôle fondamental. Une révolution dans laquelle les slogans religieux n'existaient pas. Donc, une révolution populaire, certes, mais une révolution démocratique et sécularisée. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, le redressement qui se fait au nom de la révolution, s'imposait peut-être à cause du phénomène que nous avons décrit tout à l'heure, des excès de notre régime politique qui a dépassé réellement les lignes rouges. Mais ce qu'il faut quand même ajouter, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi au nom de la révolution. Nous connaissons les idées du président de la République, ce sont des idées justicialistes, ce sont des idées disons d'islamisation fondée sur, par exemple, je vous donne un exemple très simple, lorsque à l'occasion de la fête de la femme a été remise sur la table l'histoire de l'égalité successorale entre hommes et femmes, le président a nettement refusé la chose en disant que c'était inscrit dans le Coran, que ça faisait l'objet d'un texte clair et qu'il n'avait rien à faire sur ce texte. Par conséquent, pour moi, c'est un islamiste masqué. Voilà. Vous restez avec nous, on va continuer évidemment à parler. Yad Bennachour, juriste intellectuel, observateur après avoir été témoin et acteur de la révolution tunisienne. Nous vous retrouvons dans une vingtaine de minutes après le billet politique de Frédéric Saïs. Il est 8h. « 7h-9h, les matins de France Culture », Chloé Cambrelin.
Il est 8h21 et nous retrouvons notre invité Yad Benachour, juriste, intellectuel tunisien. Révolution, une espérance, c'est le titre de la leçon inaugurale que vous avez prononcée hier soir au Collège de France, puisque vous occupez la chaire annuelle des mondes francophones. Yad Benachour, vous avez été un acteur de la révolution tunisienne, puisque vous avez présidé la haute instance qui était chargée de la réalisation des objectifs de cette révolution. Vous êtes membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, auteur notamment de Tunisie, une révolution en pays d'islam aux éditions Cérès et de l'islam et la démocratie, une révolution intérieure chez Gallimard. Alors, nous avons, avant 8 heures, parlé de la Tunisie. Nous étions en train de parler de la Tunisie juste avant 8 heures. La Tunisie, donc, où le président, Kais Saied, en juillet puis en septembre, a considérablement accru ses pouvoirs, notamment en gelant les travaux du Parlement. Vous nous avez expliqué en quoi cela constituait un coup d'État contre la Constitution. Yad Benachour, dans votre leçon inaugurale hier, vous avez dit « La révolution est un chemin qui mène de l'espérance à la discorde ». Oui. Est-ce que c'est là que nous en sommes en Tunisie alors ? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'abord, c'est une expression que j'ai reprise à un témoin de l'époque de la Révolution française, qui est Joachim Cerruti. Et il avait dit, d'abord en 1785, donc 4 ans avant la Révolution française, il avait dit « La France est grosse d'une révolution depuis 200 ans. » Et elle accouchera d'une révolution avant la fin du siècle. En fait, ça a eu lieu 4 années après. Et puis après, avant sa mort, parce qu'il est mort en 1792, il avait dit cette phrase extraordinaire que je lui ai reprise, que je lui ai empruntée en disant « Le chemin de nos espérances est devenu le chemin de nos disputes ». Et donc j'ai conclu, après avoir cité Cerruti, j'ai conclu en disant « C'est le sort de toute révolution ». Ça va de l'espérance à la discorde. Et donc la révolution tunisienne de 2010-2011 avait jeté un énorme espoir, une très grande espérance dans le pays, de libération, de constitution de la citoyenneté, de la construction du pluralisme, de l'édification des libertés publiques fondamentales, notamment le droit d'expression, la liberté de penser, la liberté de religion, la liberté de conscience, s'il vous plaît, la liberté de conscience pour la première fois dans l'histoire du droit constitutionnel du monde musulman. La Constitution tunisienne de 2014 reconnaît la liberté de conscience, c'est-à-dire qu'elle met fin définitivement au système de l'apostasie qui veut que tout musulman qui sort de l'islam, etc., est condamné à mort. Donc, c'était une énorme espérance. Mais voilà, Cerruti avait raison. La révolution, c'est un chemin qui va de l'espérance aux disputes, disait-il. Moi, je dis à la discorde. Mais donc, ça veut dire qu'on est encore sur le chemin, là. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et on va rester sur le chemin. Je rappelle quand même, puisque je suis en France et que je parle à France Culture, que si on analyse la Révolution française, on se demande comment le peuple français a tenu debout après les 10 ans, avant le coup d'État de Bonaparte, avant le 18 Brumaire. Parce qu'une révolution, c'est un traumatisme social, ce n'est pas le paradis sur Terre, c'est un traumatisme social énorme. Pour s'en remettre, il faut beaucoup de temps. Et l'important dans la Révolution française, ce n'est pas ce qui s'est passé après, parce que ça n'a pas été très brillant. Nous avons assisté à la dictature bonapartiste, puis l'Empire, puis une première restauration, une deuxième restauration, la Révolution de 1830, de 1848, la Commune de Paris, tout ça, c'est des reprises de la Révolution française. La Révolution française a mis 1 siècle, en fait, pour se réaliser. Et vous savez que Chouan Lai avait dit quelque chose d'extraordinaire quand on lui avait dit, on l'avait interrogé sur la Révolution française, que pense-t-il de la Révolution française? Elle dit, elle est encore en train de se faire. Et voilà, donc nous sommes en train d'aller sur ce chemin de réalisation de la grande espérance, mais le chemin n'est jamais linéaire, le chemin n'est jamais totalement heureux, il y a des contre-coups, il y a des retours en arrière, il y a des régressions, etc. Et on parlait de la Tunisie, si on regarde dans les autres pays qui ont connu des mouvements des révolutions il y a 10 ans au moment des printemps arabes, c'est encore plus
difficile, même si on va bien se garder de mettre tous ces pays dans le même sac. Chaque situation, bien sûr, a ses spécificités. Mais même là, Yad Ben Achour, quand il s'agit de la Syrie, de la Libye, du Yémen, de l'Égypte, vous nous dites, l'échec d'une révolution ne signifie pas la mort de l'espérance. Mais alors, comment vit-elle cette espérance aujourd'hui en Libye, en Syrie, en Égypte ? Bon, je commencerai par un pays que vous n'avez pas cité, c'est le Soudan. Oui, qui est le plus intéressant dans le monde arabe parce que c'est lui qui a commencé le cycle des révolutions démocratiques. La rue est là. Et le Soudan résiste. Oui, il résiste. Mais parce que le Soudan, c'est ce que vous appelez la deuxième vague, c'est-à-dire c'est 2019, on en a parlé tout à l'heure. Alors évidemment. Oui, mais attention, ça remonte à beaucoup plus loin. Voilà, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Depuis 1964. Voilà. La première révolution soudanaise de 1964. Alors, la Syrie, le Yémen. Écoutez, le Yémen, il ne faut pas oublier. Bon, on ne va pas les prendre pays par pays, n'est-ce pas ? Non, bien sûr. Non. Le Yémen, après la révolution, a connu avec le congrès du dialogue national une période extraordinaire d'espérance, précisément, quand ils ont fini par élaborer la charte qui préparait la constitution yéménite avec le congrès du dialogue national. C'était magnifique. C'était un moment où les forces les plus opposées, notamment chiites, sunnites, démocrates, islamistes, etc., avaient fini par trouver un point d'accord entre eux qui s'est manifesté dans la charte. Et cette charte est une charte totalement démocratique. Et puis, bien sûr, une révolution n'est jamais à l'abri, cette espérance n'est jamais à l'abri du contexte, le contexte général du pays. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des puissances capables de vivre dans l'isolement. Et donc, nous subissons tous, que ce soit la Tunisie, le Yémen ou la Syrie, ou même l'Égypte, le contexte international. Or, ce qui est arrivé dans les révolutions arabes, c'est que ces frottements, ces conflits internes ont pris une allure internationale avec l'intervention des puissances étrangères, que ce soit les grandes puissances internationales ou les puissances régionales. Et donc c'est devenu une guerre entre puissances, n'est-ce pas ? Ce qui se passe aujourd'hui au Yémen, on sait très bien le rôle joué par l'Arabie saoudite, le rôle joué par l'Iran, n'est-ce pas ? Et donc voilà, cette espérance est étouffée par son contexte. Maintenant... Elle était étouffée, mais elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas. Écoutez, une fois que le message a été lancé, une fois que la graine a été semée, elle portera ses fruits. Les guerres de religion ont pris des siècles en Europe. La laïcisation, la sécularisation du monde européen a pris à peu près 5 siècles. Elle a abouti avec la Révolution française, mais elle se préparait depuis des siècles et des siècles. Elle a commencé en Bohème avec la Révolution hussite, n'est-ce pas ? Bon, eh bien... Il n'y a pas de raison pour qu'on mette moins de temps pour faire nos révolutions. Malgré l'accélération de l'histoire, le temps prendra son temps. Et moi, je suis persuadé que le message qui a été lancé, parce qu'il est attractif pour l'esprit humain, finira par s'imposer. Combien de temps ça prendra, ça, je ne peux pas vous le dire. Combien de temps et pendant ce temps, il y a des peuples qui souffrent énormément. Ça peut prendre aussi. des siècles, vous savez, ça peut prendre des siècles. Je ne dis pas ça pour décourager les gens, mais parce que, bon, je suis un apprenti historien actuellement, pas tout à fait un historien, mais ce n'est pas ma formation. Mais si les historiens m'acceptent dans leur maison, je peux dire que je suis un apprenti historien et j'ai beaucoup appris ces dernières années en fréquentant les historiens. Et en fréquentant les historiens, j'ai appris que l'histoire est d'une lenteur accablante. Et donc les révolutions que nous sommes en train de vivre depuis les 50 dernières années, les 70 dernières années dans le monde arabe, ne s'éteindront pas. Et c'est là ils continueront leur chemin, vaille que vaille. Et c'est là qu'on arrive à ce que vous appelez, Yad Ben Achour, justement, le temps des révolutions. Et c'est très intéressant parce que c'était la conclusion de votre leçon hier. S'il est peut-être vrai que l'ère des révolutions est close en Europe, pour nous, elle débute. Oui. L'avenir lui est ouvert et l'espérance plane au-dessus de sa terre. Absolument.
Que les révolutions, une période qui est close en Europe, beaucoup d'auteurs le disent, n'est-ce pas, d'auteurs européens. Vous avez gardé un peut-être, quand même. Marcel Gauchet, par exemple, n'est-ce pas, dans son dernier ouvrage. Pour nous, elle débute, évidemment. Pourquoi elle débute? Ce n'est pas que le phénomène révolutionnaire n'ait pas existé dans notre histoire. Et dans le cours que je vais faire au Collège de France, je vais tout le temps parler des révolutions du monde ancien. Le problème, c'est que l'idée de révolution est une idée nouvelle. Dans notre esprit civique, dans notre théologie politique, dans notre philosophie politique, c'est une idée nouvelle, cette idée de révolution moderne, voulue par le peuple, imposée par le peuple. C'est une idée tout à fait nouvelle. Pourquoi nouvelle? Parce que cette idée était inconcevable. Et ça, je l'ai expliqué hier dans ma leçon. Inexplicable au regard de la théologie politique islamique, l'idée de révolution ou d'émeute ou de mutinerie, etc., est vue comme l'existence du mal dans l'histoire qu'il faut réparer. C'est la désinstauration du monde. La révolution participe à la désinstauration du monde. Donc, pour restaurer ce monde, il faut balayer tout ce qui est révolution. Et c'est pour ça que le concept central dans la philosophie politique islamique, c'est le concept d'obéissance, même lorsque le prince est un mauvais prince, que c'est un prince injuste. Et par conséquent, l'idée de révolution populaire, au sens moderne du terme, et démocratique est une idée tout à fait nouvelle. La révolution, ce qu'on appelle le printemps arabe, je n'aime pas tellement cette expression, mais enfin, les révolutions de 2011, c'est les premières manifestations historiques concrètes de cette idée de révolution moderne. Et par conséquent, oui, nous sommes au début de notre carrière de révolutionnaire. Mais ça va aller très loin et on en reparlera dans quelques années, enfin dans un siècle ou deux. Nous ne serons plus là, mais les générations futures continueront à en parler. Révolution démocratique, précisément, Yad Ben Achour, je voudrais qu'on prenne le temps aussi de parler de ce que vous dites de la démocratie, parce qu'évidemment, donc, tout ça va ensemble. Dans votre livre « Démocratie et Islam, une révolution intérieure », vous écrivez « Les révolutions politiques et sociales ont toutes pour objet d'abolir la souffrance. Toutes les situations ou conditions sociales qui atteignent un seuil critique de souffrance sont susceptibles de provoquer une révolution. Or, Yad Ben Achour, au fondement de ce que vous appelez la norme démocratique, il y a, dites-vous, le principe de non-souffrance. » Absolument. Vous avez raison et vous soulevez là un énorme problème qui est à la fois philosophique et politique. Le but de mon ouvrage que vous avez cité, l'islam et la démocratie, une révolution intérieure, c'est de libérer l'idée de démocratie, le concept de démocratie, le libérer du relativisme dans lequel tous les ennemis de la démocratie veulent l'enfermer. En disant, la démocratie, c'est une invention occidentale. Donc nous, qui sommes dans nos pays, les intellectuels, etc., nous devenons des aliénés. Nous devenons des sortes d'aliénés culturels, d'occidentalisés. Nous ne représentons plus nos peuples. C'est la meilleure manière d'exclure les penseurs. Or, ce que je veux montrer dans mon livre, c'est que, je le dis dans un chapitre, l'idée démocratique, le concept de démocratie n'est ni d'Orient ni d'Occident. Il fait partie de la nature humaine et c'est là que j'évoque le principe de non-souffrance. Parce que qu'est-ce que c'est être démocrate ? C'est refuser la souffrance pour les êtres humains. C'est refuser l'atteinte à la vie de l'homme. C'est refuser l'atteinte à l'intégrité physique de l'homme. C'est refuser l'exclusion des hommes à la participation de leurs grands choix politiques. C'est assurer entre les hommes l'égalité. L'égalité, la meilleure égalité possible dans un monde possible, vous voyez. Et donc, c'est réellement la seule pensée qui essaye de redresser la souffrance ou de la juguler ou de la chasser de la condition sociale des humains. En ce sens-là,
je ne regarde pas du tout la démocratie telle qu'elle fonctionne en Occident. Moi, je m'en fous de la démocratie, qu'elle soit parlementaire, présidentielle, représentative, directe, indirecte, etc. La démocratie, on la trouve parfois dans les tribus en Afrique. Et Julius Nyerere a écrit un très beau livre là-dessus au pied du mont Kenya, dans lequel il montre que le fonctionnement des tribus est démocratique. Donc, par conséquent, moi, ce que je dis, c'est que la démocratie fait partie de la nature socio-naturelle de l'homme. Nous la portons dans nos gènes parce que c'est la seule qui nous protège contre la souffrance. Et j'ai dit, pour les croyants, si Dieu a créé l'homme, pour ceux qui croient en Dieu, il l'a créé pour être démocrate. Et si Dieu n'existait pas et que autre chose gouverne cet univers, l'homme est fait pour être démocrate. Parce que c'est la seule manière de lui assurer une condition de vie sans souffrance, en sachant que l'homme, comme l'animal d'ailleurs, cherche instinctivement à fuir la souffrance, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale. Et la démocratie, c'est une extraordinaire réponse à ce besoin humain de non-souffrance. Et comme ce que vous nous disiez pour les révolutions au tout début de cette discussion à 7h40, vous nous invitez aussi à nous placer au-dessus des circonstances historiques, culturelles, géographiques pour considérer l'universalité de cette norme démocratique, comme vous dites Yann Benachour. Alors la non-souffrance, donc c'est la dignité au-dessus de tout, c'est ce que vous nous avez dit. Oui. La liberté, l'égalité, la participation, c'est-à-dire l'acceptation provisoire et conditionnelle des dirigeants par les dirigés, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Et puis il y a le droit. Il y a le droit, Yann Benachour, le règne du droit dépasse celui de la loi, écrivez-vous, et c'est une question qui résonne y compris en Europe, avec un débat très actuel qu'on a en Europe, par exemple, sur l'état de droit. Absolument. Qui n'est pas l'état de la loi, n'est-ce pas? Nous sommes bien d'accord. L'état de droit. C'est-à-dire que justement, l'état de droit, c'est l'état où on place au-dessus du tout, y compris au-dessus de la Constitution, certains principes qui vont s'intégrer dans les lois, qui vont s'intégrer dans la Constitution, mais qui en réalité sont derrière la Constitution, derrière le droit. Ce sont des principes moraux. Le principe de dignité, le principe de liberté, le principe d'égalité, le principe de participation. Ce sont des principes qui sont à la limite du moral et du juridique. Et on les voit fonctionner dans les sociétés enfantines. Si vous mettez des enfants à jouer ensemble, ils ont toujours besoin d'un tribunal, en général c'est le tribunal des parents, pour résoudre des problèmes qui sont de quelle sorte? D'abord le problème de l'égalité. Dès que l'égalité est rompue entre eux, ça y est, c'est la querelle. Et ils ont besoin d'un tribunal. Si l'un d'eux est exclu ou chassé du jeu, n'importe quoi, ils ont besoin d'un tribunal. Si on attente à la liberté de l'un d'eux, ils ont besoin d'un tribunal. Par conséquent, ces 4 principes de la norme démocratique, et je parle toujours de norme démocratique, ne pas de système démocratique ni de régime démocratique, de norme démocratique, c'est-à-dire quelque chose qui plane, n'est-ce pas, quelque chose de transcendantal. Eh bien, donc la norme démocratique devient un principe nécessaire de la condition sociale. On ne peut pas organiser une société sans normes démocratiques parce que sinon, ça serait ou l'atteinte à la liberté, ou l'atteinte à la participation, ou l'atteinte à l'égalité, etc., etc. Ce que les gens d'instinct refusent parce que ça porte atteinte à leur humanité. En quoi la norme démocratique devient universelle? L'Occident, je ne nie pas le rôle de découvreur de l'idée démocratique des Occidentaux. Non, non, pas du tout. Mais c'est des découvreurs. Mais la norme démocratique était déjà là. Donc, s'ils l'ont découverte, c'est tant mieux pour nous. Mais la norme démocratique, si vous voulez, avant les découvertes, les grandes découvertes révolutionnaires européennes au niveau de la pensée, n'est-ce pas? Au niveau de la pensée, les Lumières, les révolutions protestantes, les révolutions religieuses, etc., qui ont traversé
toute l'Europe depuis quasiment depuis le XVe siècle jusqu'à la Révolution française, eh bien, à ce moment-là, nous nous apercevons que cette idée démocratique, c'est quelque chose qui plane, ok, mais c'est quelque chose qui se réalise dans l'histoire par l'expérience. Et donc, c'est disons, une jonction de l'idée et de l'expérience. En cela, la norme démocratique n'appartient plus à l'Occident. L'Occident l'a découverte. Si vous voulez, ce qu'a fait l'Occident de remarquable, c'est la synthèse. Parce que les éléments de la démocratie existaient dans chaque civilisation. Et je cite de très nombreux hadiths prophétiques, des hadiths de Ali ibn Abi Talib, un très beau hadith dans lequel il dit considère ta personne comme la balance pour les autres personnes, pour les traiter comme tu veux être traité toi-même, en ne le faisant pas souffrir, etc., etc. Donc les éléments de la démocratie existent dans la philosophie du droit, en Afrique, dans le monde musulman, dans le monde arabe, mais elle était éparpillée. L'effort de l'Europe, ça a été de synthétiser tout ça dans quelque chose que nous appelons la démocratie aujourd'hui, et sur lequel nous sommes pratiquement tous d'accord. Et le droit, donc on parlait du droit, l'importance du droit. Pour revenir à la Tunisie, Yad Ben Achour, l'une des spécificités de la révolution tunisienne, c'est qu'elle a abouti donc à une constitution. Et en même temps, vous dites que cette constitution portait en elle l'ambiguïté de cette révolution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Ce n'est pas tellement la Constitution qui porte l'ambiguïté, c'est l'expérience qu'on a faite, c'est l'expérience révolutionnaire qui porte l'ambiguïté. Parce que, effectivement, vous savez, l'histoire, c'est jamais clair. Hein. Ce n'est pas comme ici, dans notre studio, où il y a du blanc et du noir. C'est visible, c'est clair, il y a des limites, des frontières, on ne peut pas se tromper. L'histoire, ce n'est pas comme ça. L'histoire, ça ne se déroule pas avec des frontières aussi claires que votre studio. Il y a autre chose, il y a de la complexité, une énorme complexité. Il y a des choses qui meurent, mais qui mettent énormément de temps à mourir. Il y a des choses qui naissent, mais qui mettent énormément de temps à naître. Et c'est comme ça, les sociétés. Ce n'est pas en noir et blanc. Alors... La Constitution tunisienne. La Constitution tunisienne, ce n'est pas elle la responsable de l'ambiguïté. La Constitution tunisienne était juste une constitution peut-être inadaptée. En tout cas, le parlementarisme qui a été adopté par la Constitution tunisienne n'est peut-être pas tellement adapté à la mentalité et à la réalité de la Tunisie. Je suis d'accord avec vous pour dire cela. Mais l'ambiguïté, c'est que notre traversée dans cette phase de transition, notre traversée tangue entre deux extrêmes, entre la revendication démocratique et la revendication théocentrique, c'est-à-dire la demande de libération, la demande d'universalité, mais la spécificité culturelle, religieuse, etc., qui ne peuvent pas lâcher de sitôt. C'est-à-dire que où est l'ambiguïté ? Nous sommes dans une situation moitié-moitié. Vous voyez, le verre n'est pas à moitié vide, n'est pas à moitié plein, et ça se fait dans une sorte de contradiction permanente. C'est ce que j'appelle l'ambiguïté. Rien n'est clair encore. Et il manque toujours une cour constitutionnelle oui, bien sûr. En Tunisie. Bon, il manque une cour constitutionnelle. Attention, ce n'est pas suffisant de créer la cour constitutionnelle. Il faut que les membres de la cour constitutionnelle soient des gens valables aussi, des juristes valables, et non pas des juristes qui suivent la volonté du pouvoir en place. À propos du pouvoir en place, juste avant 8 heures, quand on s'est arrêté, Yad Ben Achour, vous étiez en train de nous dire Kais Saied, donc le président tunisien, est un islamiste masqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire ? Oui, parce que ses positions sur les grandes questions débattues au niveau des droits de l'homme, n'est-ce pas ? La peine de mort, le droit des minorités, et en particulier des minorités sexuelles, l'égalité homme-femme dans l'héritage, sur toutes ces questions, il a des positions conservatrices. Il est pour la peine de mort, donc l'abolition de la peine de mort, il n'y croit pas, parce que tout simplement, il n'a pas assez étudié la question, il reste superficiel sur ce plan-là. Le problème des droits des minorités sexuelles, également, il a des positions qui sont parfois ironiques, mais qui sont extrêmement superficielles. Sur le problème de l'égalité homme-femme également, l'ancien président de la République, Béji Caïd Essebsi, avait réuni une commission qui a élaboré un projet complet
complet de protection des libertés et de l'égalité, et en particulier de l'égalité homme-femme. Et le projet était prêt. Il y a de grands juristes qui ont participé, mais pas seulement des juristes. Il y a eu des artistes, des philosophes, des islamologues, etc. Et c'est une commission qui nous a, la COLIB, donc, qui nous a donné un projet réellement révolutionnaire. Mais ce projet est enterré aujourd'hui. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis, le redressement révolutionnaire, je ne serais pas tellement contre, mais quelle est sa substance? Si c'est pour régresser et pour retrouver l'islamisme sous une autre version, ça n'a plus d'intérêt. Je vais terminer en vous citant une dernière fois Yad Ben Achour. Dans l'histoire, semble-t-il, rien ne se perd. Les idées qui germent, même écrasées sous les gaz, les bottes et le feu, refleurissent un jour. Oui. Les expériences de la dignité, de la liberté, de l'égalité et de la participation, même vouées aux défaites, ne sont jamais annihilées. L'orthodoxie se brise. Voilà qui résume peut-être la discussion qu'on a eue ce matin. Merci beaucoup Yad Ben Achour. Voilà, je n'ai rien à ajouter puisque vous avez parlé en mon nom. Je vous remercie de m'avoir lu et de m'avoir si bien compris. Merci à vous d'être venu au lendemain donc, de votre leçon inaugurale au Collège de France. Révolution, une espérance. Vous allez occuper la chaire annuelle des mondes francophones. Votre cycle de cours de conférences, Les révolutions dans la pensée et dans l'histoire des faits, commence le 8 novembre. Donc c'est lundi prochain. Et je rappelle vos 2 derniers livres, Tunisie, une révolution en pays d'islam aux éditions Cérès et de l'islam et l'islam et la démocratie, une révolution intérieure aux éditions Gallimard. Merci beaucoup. Merci.